Merci de nous accepter chez vous encore ce dimanche, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Daniel Eda, c'est son nom. Il est écrivain, consultant et acteur politique, ancien fonctionnaire international et candidat à l'élection présidentielle de 2016. C'est un Daniel Eda très en verve que nous rencontrons ce dimanche et qui accepte notre exercice de questions-réponses autour de quelques thématiques. D'abord le naufrage d'une embarcation en haute mer sur les côtes tunisiennes avec plein de Béninois décédés. La crise entre le Niger et le Bénin, une crise qui a connu ces dernières heures une évolution. Nous parlons également des élections générales avec lui, puisque vous savez très bien que c'est un acteur politique que nous recevons. Et enfin, nous parlerons également de sa dernière publication politique, avant-gardiste. Nous le ferons. Voilà le menu de cette émission de 52 minutes. Monsieur Daniel Eda, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Ça fait un moment qu'on vous a vu par ici. D'abord, merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler à nos compatriotes. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je dis bonjour, bonsoir, en fonction de là où chacun se trouve sur la terre, à chacun de nos compatriotes, à l'intérieur comme dans la diaspora. Et vous me voyez, je suis bien au Bénin, et je suis content d'être. Et là, je suis à vous. D'accord. Alors, monsieur Daniel Eda, vous avez publié récemment un essai, un document avant-gardiste, politique. Nous le ferons exactement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire que personne n'a jamais fait au Bénin? Nous le ferons, c'est le manifeste de la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Nous le ferons, c'est plus qu'un cri de ralliement, c'est une détermination, c'est une promesse. Vous savez, si nous prenons la période de 90 à nos jours, pour ne considérer que la période de l'ère du renouveau démocratique, nous avons connu des hommes et des femmes aux commandes de notre pays, avec des compétences diverses, avec des fortunes diverses. Ce qui a manqué, ce ne sont pas les belles idées. Ce qui a manqué, c'est le bâton qu'on transfère d'une génération à une autre. Vous l'avez dit, le relais. La vision, oui, le relais. Il ne peut pas avoir de relais sans qu'il n'y ait de vision. Ce n'est pas le fait de coopter des jeunes, les nommer à des postes de responsabilité qui permet à la gouvernance, à la continuité de l'État de se poursuivre. Et ce n'est pas non plus en disant telle personne, sans elle, rien ne peut avancer, puisque nous avons été avec elle dès le début, nous avons aidé à son avènement, donc il faut que ce soit nous qui continuions ce qu'elle a commencé. Non, c'est de la vision, il s'agit, parce que personne n'est éternel. Vous savez, pour le peu que je connais de l'histoire politique du Bénin, quels que soient les reproches qu'on a pu lui faire, le régime révolutionnaire est ce régime-là qui a gouverné notre pays dans une vision clairement définie. Vous voulez dire que tous ceux qui ont suivi après n'avaient pas de vision, c'est ça? Ils ont de vision certainement, mais ils n'ont partagé cette vision avec personne. Donc, nous le ferons, le manifeste de la vision du Bénin économiquement prospère et socialement stable, dans une Afrique bien intégrée en plein essor. C'est une manière pour nous de partager avec nos compatriotes la vision que nous promouvons depuis plus de 10 ans. Nous sommes restés constants. Mais l'heure est arrivée pour nous de transcrire la vision, de l'expliciter dans un document que nos compatriotes pourront lire, que nos compatriotes pourront écouter. Donc, nous le ferons, c'est la promesse faite aux Béninois, qu'après tout ce que nous avons connu et tout ce que nous connaissons en ce moment, le Bénin va entrer dans une nouvelle ère de gouvernance inclusive sur fond de vision. Alors, c'est votre projet de société ou c'est une prophétie? Le projet de société n'est qu'un dérivé, parce que le projet de société, c'est un ensemble de propositions pour répondre à des préoccupations spécifiques. Tandis que la vision est sur le long terme. La vision est ce qu'on transfère d'une génération à une autre. Le projet de société va suivre, parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui peuvent ne plus être d'actualité en 2026. Donc quelqu'un qui élabore un projet de société aujourd'hui en tenant compte des problèmes du moment
peut se retrouver en porte-à-faux. Donc, il faut une vision. Quand on a une vision, la vision ne meurt pas. Les projets de société peuvent être vite dépassés. D'accord. Donc, moi, je souhaite que tous les autres acteurs politiques qui ambitionnent de gouverner notre pays ou de gouverner une partie du pays, qu'ils puissent commencer par proposer à nos compatriotes leur vision afin que désormais on puisse confronter les visions. Et nous faisons la promesse que nous le ferons. Nous le ferons, ce n'est pas le chant d'un homme solitaire. Quand nous disons nous le ferons, ça veut dire que Daniel Eda a la vision, c'est vrai, mais Daniel Eda seul ne peut rien faire. D'accord. Et nous attendons à ce que nos compatriotes du nord, du sud, de l'est à l'ouest se mettent ensemble avec nous, comme ceux qui se trouvent dans la diaspora, pour qu'ensemble nous relevions notre pays et qu'ensemble nous créions les conditions pour cette gouvernance inclusive que nos compatriotes attendent. Daniel Eda n'est pas seul. Il est avec qui alors, concrètement? Parce que c'est vous que nous voyons, c'est vous que l'opinion voit. Quand vous dites « nous le ferons », nous, c'est qui concrètement? Vous êtes avec qui, monsieur Eda? Ben, puisque vous m'en donnez l'opportunité, allez-y. Je voudrais dire à nos compatriotes qui souffrent, malgré 8 années de promesses de rupture, je voudrais dire à nos compatriotes qui désespèrent, parce que tel qu'on frappe un enfant et on l'empêche de pleurer, nous sommes dans un système, dans un régime où on nous dit que vous allez subir, mais vous ne pouvez rien faire. Non, ce n'était que des mots. Et ça a été sorti de son contexte totalement. Vous savez, cette phrase. On sort, notre bouche ne fait qu'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Oui. Le peuple souffre. Et le peuple ne demande qu'une chose, la fin de sa souffrance. Je viens dire à nos compatriotes que la souffrance est en train d'arriver à son terme et la limite, c'est 2026. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement? Comment la souffrance est en train d'arriver à son terme, monsieur Eda? Nous le ferons, plus qu'un livre, c'est désormais une alliance politique anti-système. Nous le ferons regroupe des mouvements politiques, des associations, des personnalités politiques, des citoyens engagés, de l'intérieur comme de la diaspora, des gens qui disent que le moment est venu pour le Bénin de s'engager dans une gouvernance inclusive sur fond de réconciliation et de rassemblement. Des gens qui disent qu'il faudrait qu'on mette fin aux guéguerres entre l'ancien président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Des gens qui disent que le moment est venu d'œuvrer à la restauration de la dignité de tous les anciens présidents afin de profiter de leur potentiel pour le développement de notre pays. Des gens qui disent que le moment est venu de faire en sorte que nos compatriotes qui sont forcés de rester à l'étranger parce que confrontés à des problèmes avec la justice, nos compatriotes qui sont aujourd'hui en prison et qui jugent que les sentences à eux infligées ne sont pas justes, que tous ces gens puissent retrouver une justice sans soupçon. Quand on vous écoute, on a le sentiment que vous êtes déjà en campagne pour... Non, il ne s'agit pas de campagne. Il ne s'agit pas de campagne. Les élections à venir, monsieur. Il ne s'agit pas de campagne. Il s'agit de quoi, alors? Il ne s'agit pas de campagne. Il s'agit d'une alliance, d'une mobilisation de gens qui s'engagent à faire en sorte qu'au sortir des élections de 2026, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et au sommet de la République, qui est l'alternance qui permet de conquérir le pouvoir et de le redonner au peuple. Parce qu'en ce moment, le peuple n'a plus le pouvoir. Comment vous savez que le peuple n'a plus le pouvoir? Est-ce que vous avez écouté le peuple? Parce qu'on ne vous a pas vu sur le terrain, on ne vous a pas vu aller à la rencontre du peuple. Comment vous tirez les conclusions que le peuple n'a plus le pouvoir? Ceux qui vont à la rencontre du peuple ne sont pas toujours ceux qui utilisent des caméras. Donc vous y allez clando? Il ne s'agit pas de... Moi, je suis dans le peuple. Vous êtes venu me voir où? À Paou? Oui. Au milieu de la populace. Ce n'est pas Sensat, ce n'est pas la haie vive. D'accord? Ce n'est pas un quartier chic, comme on dit. Moi, je suis entouré des Béninois qui souffrent en réalité. J'entends les bonnes dames parler à côté. J'entends les foyers s'entre-déchirer parce que le minimum manque. Je vois des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Et quand vous étiez venu ici, on a mis combien de temps pour commencer cette émission? Il n'y a pas d'électricité.
malgré tout ce que l'on dit. Ben, vous avez appris tout récemment, de nombreux Béninois sont partis se noyer dans la même Méditerranée. On en parlera. Oui. Donc, vous voyez, le peuple souffre. Maintenant, à la différence des autres, moi, je suis opposé au système politique qui nous a gouverné depuis plus de 30 ans. Mon opposition n'est pas une opposition circonstanciée, ce n'est pas une opposition à un individu, c'est l'opposition à un système. Et le peuple en a marre du système qui nous a gouvernés depuis 90. Et le peuple veut une alternative. Vous pensez que c'est vous l'alternative? C'est nous l'alternative, ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que nous parlons de nous le ferons. Mais c'est porté toujours par quelqu'un. Moi, je suis le visionnaire. Je suis le visionnaire et je l'assume. Mais Daniel Eda seul ne peut rien. Et c'est pour cela que nous parlons de nous le ferons. Et je suis très heureux de constater que de plus en plus de compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora se mobilisent à nos côtés pour que nous le ferons puisse prendre tout son sens. Et vous aurez l'occasion dans les jours à venir de les voir à l'œuvre. Votre publication est disponible où exactement, M. Eda? Parce que c'est vrai, vous avez fait un lancement, mais après, les compatriotes veulent bien lire votre essai. La publication, elle est disponible sur Amazon, prioritairement. Par rapport au Bénin, nous avions fait une édition spéciale pour le lancement. Et normalement, je dis normalement parce que je n'ai pas vérifié tout récemment, le livre devait être disponible dans un certain nombre de librairies de la place. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Nous allons revenir, tenez-vous tranquille, nous allons revenir sur l'actualité politique parce que ce n'est pas possible pour moi de vous avoir sur mon plateau de ne pas parler politique, notamment du code électoral et des élections législatives générales de 2026. Mais d'abord, il y a une question que vous venez d'évoquer. Il s'agit précisément du naufrage dans les eaux tunisiennes d'une embarcation contenant aussi plusieurs Béninois. Quelle lecture faites-vous de cette actualité, Monsieur Daniel Eda? C'est triste. C'est triste. Vous savez, depuis la nuit des temps, les Béninois émigrent. Les Béninois se déplacent. Qui illégalement? Parce qu'on ne va pas dire que c'est en 2024 que pour la première fois que des Béninois partent par des voies clandestines. Mais personne par le passé n'avait appris le nom du Bénin cité dans une tragédie de l'ampleur de ce que nous venons d'apprendre en mer Méditerranée. Et ça m'attriste de plus en plus quand j'entends les turiféraires du régime essayer de justifier ça. De dire ceux qui ont pu cotiser un tel montant d'argent pour s'offrir ce voyage malheureux, est-ce qu'ils souffraient vraiment? Ils ont dit ça? J'entends des gens me dire, des gens m'ont dit personnellement, que non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas bien, et je crois que c'est pour cela qu'on nous avait parlé de rupture il y a 8 ans. Ce qui est arrivé, d'abord, aux familles des victimes, je tiens à présenter toutes mes condoléances. Et à travers moi, les condoléances de l'Alliance, nous le ferons. Ce faisant, ce malheur expose les insuffisances de notre gouvernance, les atermoiements de nos choix ou de nos réformes. Vous voulez condamner le gouvernement dans ça? Je ne parle pas de ce gouvernement seulement, je parle de tous ceux qui ont gouverné notre pays ces 30 dernières années. C'est les conséquences. Parce que si la fondation est faussée, l'élévation sera forcément défaillante. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour garder ces migrants? Ce qu'on aurait dû faire, c'est quoi? C'est d'engager la construction de ce que j'appelle l'économie de production et de transformation. L'économie de production et de transformation permet de donner de l'emploi décent aux jeunes et de créer les opportunités réelles, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les femmes qui sont les poumons de notre économie. Donc,
quand on ne crée pas les opportunités, même si on passe par Momo ou je ne sais pas quel nom on donne au programme pour envoyer de l'argent aux jeunes pour dire allez faire de l'entrepreneuriat, ils vont entreprendre dans quel environnement? Un environnement dépourvu de pouvoir d'achat réel, quel que soit le nombre de millions, de milliards qu'on va y mettre, ça va s'engloutir. Vous savez, le président Boni Yayi, pour qui j'ai beaucoup de respect, avait initié le microcrédit aux plus pauvres, FNPEJ et tout ça. C'était de très très bonnes initiatives. Mais elles n'ont pas prospéré. Pourquoi? Parce que l'environnement économique, l'écosystème n'était pas complet, n'était pas créé pour que quand ces jeunes et ces femmes entreprennent, qu'ils puissent prospérer. D'accord? Donc, si on ne crée pas l'économie de production et de transformation qui permet que... Bon, je voudrais ouvrir une parenthèse. Allez-y. Des gens m'ont parlé de Glodibé, de ce que le gouvernement fait là-bas, et puis on inscrit ça dans la construction de l'économie de production et de transformation. Ouais. Je voudrais saluer cette initiative du gouvernement et dire que, puisque nous avons commencé par parler de la construction de l'économie de production et de transformation avant cette initiative, nous pouvons dire, sans nous tromper, que quelque part nous avons inspiré le gouvernement. Mais le gouvernement s'est très mal pris. Très mal pris, du moins, oui. Par rapport à Glodibé. Voici ce qui se passe. Dites-nous exactement. On ramasse les productions, les matières premières de toutes les communes et on vient les agglutiner à Glodibé. Donc, que se passe-t-il dans les communes de provenance de ces matières premières? Que se passe-t-il? Très bien. Les zones rurales s'amplifient. Il y a une pression démographique sans précédent qui s'exerce sur la commune d'Abomey-Calavi. C'est vrai, le maire d'Abomey-Calavi est de la rupture, mais s'il doit parler sincèrement, il dira que malgré ce que GDIZ là apporte à la commune d'Abomey-Calavi, il y a une telle pression que Abomey-Calavi n'était pas préparé à supporter. Mais il fallait mettre la zone quelque part quand même. On ne peut pas avoir des zones dans chaque commune non plus. Justement, la construction de l'économie de production et de transformation pour nous doit se matérialiser par l'implantation, la création dans chacune de nos 77 communes de ce que nous appelons une unité de production et de transformation ou de service. Cela permet de doter les économies locales de leur indispensable colonne vertébrale autour de laquelle pourront graviter les activités génératrices de revenus portées par les jeunes et les femmes. Mais il faut commencer quelque part, M. Eda. Récemment... Commencer quelque part en amenant les noix de cajou produits au nord, le coton produit, tout ça, qu'on vient agglutiner à Abomey-Calavi, ce n'est pas la bonne formule pour que notre pays se développe de façon équilibrée et pour qu'on puisse garder les jeunes chez eux. Mais si vous avez suivi l'actualité, vous verrez que les producteurs et les autorités municipales des autres communes, en visite à Glodibé, ont souhaité demander au gouvernement d'implanter la même zone dans le septentrion. Donc quelque chose se fait. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Je vous ai dit que nous sommes la source de ce concept de construction de l'économie de production et de transformation. Et que ce que nous prévoyons, ce n'est même pas aller construire quelque chose dans le septentrion. Toutes les communes. Parce que, écoutez, vous voulez que les communes vivent comment? Aujourd'hui, la décentralisation a été vidée de tout son sens parce qu'on a des communes qui n'arrivent pas à s'autosuffire. Mais s'il n'y a pas une économie locale prospère, nous parlons du Bénin économiquement prospère et socialement stable. Si nous en tenons à cette portion sans aller vers l'Afrique bien intégrée en plein essor, ça veut dire qu'il faudrait que chaque commune du Bénin soit désormais économiquement prospère et socialement stable. Et la prospérité économique des communes passe par la création d'une unité, ou au moins d'une unité de production et de transformation ou de service. Ça demande que l'on rentre dans ce que nous appelons la gouvernance inclusive, que l'on associe tous les fils et filles, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Pour peu qu'ils aient la citoyenneté béninoise, on doit les impliquer. Et puis, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie d'intervenir dans notre économie. Mais il faut les envoyer là où se trouve le Béninois. D'accord? Mais ce qui se passe à Glodibé, vous voyez, la plupart des voies qui ont été tracées au temps de la colonisation, c'était des voies tracées pour convoyer nos matières premières au port pour pouvoir partir avec. Mais quand on agglutine tout ce que le Bénin produit de bon à Abomey-Calavi, qu'est-ce qu'on fait?
des autres communes. Je dis ceci. Ouais. Quand vous prenez les communes de Matéri et de Tanguita, il y a de souffrances énormes à partir d'une commune à une autre. D'accord? S'il y avait cet effort de construction de création d'une unité de production et de transformation dans chacune de ces communes, le tronçon Thielé-Matéri, je crois que ça doit faire autour de 18 km, mais il faut aller demander à nos compatriotes de Matéri et aussi de Tanguita, quand ils doivent se déplacer pour aller d'une commune à une autre, combien de temps ils mettent sur seulement 18 km, et avec tous les risques d'insécurité. Donc c'est pour ça que les jeunes partent, c'est ça? Oui, mais écoutez, qu'est-ce que je dois vous dire pour que vous compreniez? Vous êtes béninois. Non, il s'agit de le dire à nos téléspectateurs. Non, mais, moi, je vous comprends, mais je veux bien faire le rapport entre le départ massif des jeunes avec ce que vous dites. C'est ça. Tant que le gouvernement ne va pas s'engager dans la construction de l'économie de production et de transformation, avec pour finalité d'implanter dans chacune de nos communes une unité de production et de transformation ou de service afin de donner de l'emploi direct aux jeunes dans leur commune et de créer des emplois indirects du fait des activités que les jeunes et les femmes vont mener. Aussi, l'unité de production et de transformation doit être alimentée par des matières premières. Oui. Donc, si on crée dans une commune une unité de production et de transformation, cela veut dire que les producteurs ont désormais un marché accessible, un marché stable. Si on rentre dans le Koufo, par exemple, il arrive certaines saisons quand les gens produisent la tomate, ils vendent bien. Mais il arrive aussi des saisons où ils produisent la même tomate, ils vont marcher avec et ils sont obligés de jeter. Donc, avec la création dans chacune de nos communes, en nous appuyant sur les potentialités des communes, des unités de production et de transformation, les paysans, quand ils vont produire, ils n'auront plus à perdre leur production. Et quand c'est comme ça, les jeunes pourront entreprendre dans l'agriculture en sachant qu'ils ont des débouchés. Et non seulement ils entreprendront dans l'agriculture en sachant qu'ils ont des débouchés, les enfants des paysans qui produisent pourront être employés dans ces unités de production et de transformation localement. Ils n'auront pas besoin de venir à Bomé-Calavi où ils sont obligés de louer, ils sont obligés de faire des dépenses et pour voir leurs parents. Vous voyez, nous avons besoin de développer le pays de façon harmonieuse. D'accord. Il n'y a pas de citoyen béninois de seconde zone et citoyen béninois de première zone. Si moi j'étais à la place du président de la République, les dépenses qui ont été effectuées par rapport à l'asphaltage, on aurait commencé par investir ces sous-là dans les zones rurales où les gens produisent. Et parce que ce qu'on consomme à Cotonou, ce qui fait vivre le Bénin, c'est la production des paysans. C'est la production à l'intérieur du pays. Donc on vient embellir Cotonou, on vient embellir nos principales villes, mais là où les gens produisent la richesse, eux autres sont abandonnés. Ce n'est pas normal. Voilà, et vous voulez que les jeunes restent dans ça? D'accord. Donc moi, je ne fais pas l'apologie de ce départ-là, mais je dis il faut comprendre nos jeunes. C'est un cri de détresse que les jeunes sont en train de nous lancer. Aucun jeune, aucun Béninois ne se sent à l'aise. Vous pouvez demander au président de la République, lui qui était en exil pendant un certain temps, il vous dira que ce n'était pas facile de rester en France malgré les moyens dont lui dispose. Monsieur Daniel, est-ce que je peux placer un mot? Allez-y, s'il vous plaît. Parce que là... non, mais écoutez, parce que tout le monde, vous tendez à charger les jeunes, vous tendez à les culpabiliser. Mais vous les défendez, vous? Alors que vous devez moi, aussi leur dire un mot. Je défends tous les Béninois parce que je pense que les Béninois méritent mieux. Et quand je dis les Béninois méritent mieux, je n'accuse pas que le régime actuel. Parce que le régime actuel n'a fait qu'amplifier les choses que nous avions connues. Le régime actuel n'a fait qu'amplifier. Le seul crime de ce régime, c'est de promettre la rupture et de ne pas faire la rupture. C'est tout. Vous pensez qu'il y a une rupture nulle part dans tout ce qui a été fait depuis 8 ans? Donc il y a une rupture à quel niveau? Dire que rien n'a été fait, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Oui. Mais chanter que tout va bien, tout a été bien fait, ce serait vraiment ce que vous appelez de Aguidi ou bien de Gaï. Bon, ceci dit, les choses qui ont été faites, les réalisations qui ont été faites depuis 8 ans, elles sont visibles. Mais elles ne sont ni à la hauteur des promesses du centre de la rupture, ni à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Et voilà pourquoi les jeunes sont obligés
de partir. Malheureusement, nous devons travailler désormais à les retenir au pays et à limiter les risques d'immigration clandestine. Oui, mais en 2016, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. On peut dire que vous étiez même la coalition de la rupture, Monsieur Daneleda. Que s'est-il passé entre-temps? Merci beaucoup. J'assume entièrement d'avoir appelé à voter pour le président Patrice Talon en 2016. Ben, c'est ce que le peuple a voulu, puisque j'étais... Ah non, c'est ce que le peuple a voulu. C'est ce que vous avez demandé au peuple de faire. J'étais candidat au premier tour. Si j'étais d'accord avec lui, je n'aurais pas été candidat. D'accord. Mais vous avez appelé à voter pour lui? Ben, j'ai appelé à voter pour lui parce que moi, je suis cohérent vis-à-vis de moi-même. Oui. Je suis cohérent vis-à-vis de moi-même. Le peuple ne se trompe jamais. Le peuple ne fait que faire des expériences. Et le peuple est en train de faire l'expérience de la rupture. 8 ans déjà. Si vous sortez, vous saurez. Moi, je ne parle pas les chiffres, les notations, les bonnes notations du Bénin par les institutions financières, tout ça. Ça importe très peu tant que le voisin à côté n'arrive pas à trouver à manger avant de se coucher. Le vrai indicateur de la prospérité du Bénin, c'est de voir combien de Béninois sont retrouvés en mer Méditerranée noyés. C'est ça, c'est ça les indicateurs. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, mais je viens de citer. Ça ne vient que d'arriver, hein, 8 ans après. Donc vous ne pouvez pas prendre ça comme indicateur pour noter le gouvernement ou noter. Je ne note pas le gouvernement. Il m'apparaît pas, il m'appartient pas de faire le bilan du gouvernement. À cet événement-là, cet incident, pour globaliser, pour dire que c'est un indicateur? Non, c'est pas un indicateur, monsieur Eda. Il y a bien d'autres indicateurs et vous le savez très bien. Mais vous le savez. Vous êtes dans votre rôle. Vous également, vous êtes dans le vôtre. Moi, je vous donne la parole. Et j'apprécie votre perspicacité. Mais ceci dit, que des compatriotes soient obligés de partir de chez eux à la recherche de contrées où il ferait beau, où il pourrait faire beau pour eux et pour leur famille, ça veut dire qu'à la maison, ça ne va pas. Il ne s'agit pas d'aller chercher de midi à 14 heures. C'est du concret, ça. Peut-être même que ça va et ils cherchent mieux. Parce que tout le monde cherche mieux. Tout le monde cherche mieux. Mais moi, de la position où je me trouve, par rapport aux sollicitations que j'ai du matin jusqu'au soir, il y a quelqu'un qui va à l'hôpital avec son enfant. On lui prescrit des médicaments. Il n'a pas le minimum pour pouvoir les acheter. Il fait appel à X, il fait appel à Y. Et Dieu seul sait que par ces temps qui courent, c'est dur chez tout le monde. Ceci dit, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de mettre de l'argent liquide dans les poches des gens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Le gouvernement doit créer les conditions pour que les opérateurs économiques... Vous voyez, en sociologie, moi j'ai fait la sociologie à l'Université nationale du Bénin. Paix à son âme, notre professeur Sacramento nous disait, quand le bâtiment va, tout va. En d'autres termes, quand les travaux publics vont, tout va. Mais regardez au Bénin, il y a de belles routes construites, il y a de monuments, des statues, de l'embellissement un peu partout. De beaux bâtiments. De beaux bâtiments, et le peuple souffre. Ça veut dire que quelque part, le partage que devait induire la prospérité du bâtiment, ce partage a été bloqué quelque part. Et j'aimerais savoir combien d'opérateurs économiques béninois profitent réellement de ces travaux-là. Combien de compétences béninoises sont employées véritablement et à quel niveau? Quand on prend Glodibé où on a recruté des jeunes, combien de jeunes béninois sont impliqués dans le comment des choses? Ils sont des milliers, des milliers. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Les chiffres ont été publiés. Les ouvriers ne sont pas les décideurs. Mais c'est de l'emploi. Et les machinistes. Mais c'est de l'emploi. S'il vous plaît, je pose des questions. Oui, non, je vous réponds parce que j'ai quelques éléments de réponse qui me permettent de dire que ce sont des emplois, puisque ça a été comptabilisé et clairement. Non, c'est pas parce que je parle pas de la comptabilité. Moi, je parle de la durabilité, s'il vous plaît. D'accord. Oui, mais l'emploi n'est pas que durabilité. Nous ne sommes l'économie de production et transformation que nous proposons de construire ne fera pas des Béninois chez eux des esclaves ou des gens qui servent d'autres intérêts. Nous voulons que les Béninois... moi, je suis pour la souveraineté du Bénin et la souveraineté commence par la souveraineté économique. Et quand on parle de souveraineté économique, contrairement à d'autres qui pouvaient
penser, qui pouvaient dire que le Bénin est désert de compétences. Moi, je pense que le Bénin est rempli de compétences et que nous devons donner à nos compatriotes les moyens de prouver de quoi ils sont capables. Puisque en dehors du Bénin, les Béninois sont bien notés. Vous comprenez? Donc, la création de l'économie de production et de transformation pour nous n'est pas de rassembler la production des matières, toute la production de matières premières du Bénin en un point et que ce soit on fait maintenant à Calavi pour dire on a fait pour le Sud, on a fait pour le Nord. Non, moi je ne suis pas dans l'opposition du Nord-Sud. Je suis un citoyen qui pense que partout le Béninois se trouve, dans n'importe quelle commune du Bénin, il doit se sentir chez lui. Donc, il faut qu'on crée les conditions. Et pour créer les conditions, il faut aller à la construction de l'économie de production et de transformation qui passe par l'implantation dans chacune de nos communes d'au moins une unité de production et de transformation ou de service, parce que Cotonou, par exemple, c'est pas la même chose que Waké, c'est pas la même chose que Savé ou Tchaourou ou Diakotomé, d'où moi je viens. Donc, on doit tenir compte des potentialités de chaque commune pour implanter ce qu'il faut pour que les jeunes et les femmes aient du plaisir à rester dans leur commune et que ceux qui viennent dans les centres-villes puissent venir parce que vraiment, ils ont quelque chose à faire ou ils ont le plaisir de venir que parce qu'ils sont forcés de venir. D'accord, vous aurez compris, vous devez quand même parler aux jeunes aussi, Monsieur Eda. Vous ne pouvez pas non plus parler qu'aux gouvernants. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes qui ont envie de partir? Ce que je viens de dire à nos jeunes du Bénin, que tu sois dans le nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de notre pays, je viens te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir parce que nous nous sommes désormais mobilisés dans Nous le ferons et nous venons avec les solutions pour qu'à partir de 2026, tu n'aies plus besoin de fuir ton pays. Tu n'aies plus besoin de prendre par la mer. Tu n'as plus besoin de partir de façon clandestine. Nous allons construire l'économie de production et de transformation afin que tu puisses, n'importe où tu te trouves sur le territoire national, avoir accès à un emploi, que ce soit directement ou indirectement, avoir accès aux opportunités pour réaliser tes rêves. Jeunes Béninois, cesse de désespérer. Je sais que la situation est compliquée en ce moment. Je sais que la situation est difficile. Mais c'est ensemble que nous transformerons notre pays. Je vous demande, jeunes du Nord, jeunes du Sud, jeunes de l'Est, jeunes de l'Ouest, je vous demande à vous tous de prendre courage. Restez sur le territoire, restez au pays et ensemble, nous le ferons. Monsieur Eda, vous ne ratez aucune occasion pour faire de la politique ou de la campagne. Mais est-ce que c'est de la politique? Depuis je vous regardais, vous ne ratez aucune occasion. Vous voulez que je parle aux jeunes, qu'est-ce que je dois leur dire? Les jeunes désespérés, il faut les rassurer. C'est vrai, mais vous prenez la posture, vous êtes tellement sérieux dans votre message. Mais donc, en fait, la situation que traversent nos compatriotes est tellement dramatique, sérieuse, qu'on ne doit pas banaliser. Je suis d'accord. Et c'est pour cela, les gens qui n'ont pas de vision ne peuvent rien leur proposer. Il ne s'agit pas, Daniel Deda ne fait pas partie des fortunés de la République, en termes pécuniaires, en termes matériels. Mais la richesse de Daniel Deda que personne dans la République, à l'heure actuelle, ne peut égaler, c'est la vision que je propose pour notre pays. Et le courage que j'ai de porter cette vision, sans être déplaisant envers les dirigeants, sans être irrespectueux, irrévérencieux envers eux. Et je profite de l'occasion pour demander à nos compatriotes, la sortie de nos difficultés actuelles ne passera pas par la violence. La fin du système qui nous fait souffrir ne passera pas par la violence, par des soulèvements, par coup d'État comme certains l'imaginent ou le supputent. Le système a créé les conditions pour qu'on en finisse. De toutes les façons, c'est un mandat de 10 ans, donc c'est fini, c'est fini. 5 ans 2 fois, donc c'est normal, monsieur Eda. Bien entendu, et j'admire votre optimisme, et je m'appuie là-dessus pour dire à nos compatriotes que la fin des souffrances arrive en 2026. Personne ne pourra continuer ce qui nous fait souffrir,
et personne ne pourra déstabiliser notre pays. En tout cas, l'Alliance, nous le ferons, est mobilisée pour que cela ne soit pas ainsi. Ce qui nous fait souffrir aussi, c'est la situation au Niger, la situation avec le Niger. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, Monsieur Daneleda. Je vous ai vu publier, je crois, un communiqué sur la situation. Vous avez pris une position. Quelle est votre position? Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? C'est malheureux. C'est malheureux à l'ère où l'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit resserrer les rangs pour prendre la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations et imposer au monde entier la direction. C'est malheureux que les pays frères, les nations sœurs s'entre-déchirent. Il n'y a pas encore de déchirement. Oui, c'est ça la réalité est là, que nous nous faisons dos, sinon nous nous regardons en chien de faïence et nous n'arrivons pas encore à accorder nos violons sur l'essentiel pour que les peuples du Bénin et du Niger puissent profiter des relations culturelles, historiques qui nous lient, des relations indissolubles. Si ce n'est les agissements de nos gouvernants de part et d'autre. Vous savez, quand on tombe, il ne faut pas regarder là où on est tombé, il faut voir là où on a trébuché. Tout ceci est parti du zèle mal calculé du Bénin dans la mise en œuvre des décisions, des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Vous appelez ça zèle, alors qu'on respecte des décisions communautaires? Je vais vous dire ceci. Moi, Daniel Eda, oui. Si j'étais à la place du président, seuls les intérêts du Bénin détermineront mes prises de position à l'international. Quelle que soit la communauté à laquelle on participe. Au point de ne pas respecter les décisions Ce n'est pas ne pas respecter. Ce n'est pas ne pas respecter. Oui. Il y a respecter et respecter. Le Bénin n'est pas le seul pays membre de la CEDEAO. Mais les gens ont poussé le Bénin devant. Quand les Ivoiriens ont l'habitude de dire que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Tous les pays qui sont restés derrière pour mettre la pression, quel est ce pays-là qui a de frontières avec le Niger? Citez-moi. Vous allez parler du Nigeria. Mais le Nigeria ne fait pas partie des pays francophones. Je dirais même couper l'électricité. Je vais vous dire une chose, le Nigeria ne fait pas partie des pays francophones. Moi, je ne suis pas là pour parler une langue de bois avec vous. Oui. Le problème, c'est un problème francophone. D'accord? Parce que quand vous entendez les uns et les autres, on parle de la France, on parle de ceci, on parle de ça. Le Bénin est dans une position stratégique favorable, non seulement pour les pays de l'Interland, mais aussi pour les pays qui veulent pénétrer l'Afrique de l'Ouest. Qui veulent pénétrer soit pour le bien ou aussi pour le mal. D'accord? Maintenant, que les Nigériens se soient offusqués de la position du Bénin, dans le temps, ça se comprend. Les conflits sont inhérents à la vie humaine. Okay. Mais c'est la gestion qu'on fait des conflits qui fait qu'un conflit soit propulseur de progrès ou facteur de régression. Donc le Bénin va le gérer selon vous, clairement. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller accuser X ou Y. Si nous sommes dans la situation actuelle, ça veut dire que quelque part, il y a eu mal donne. Ceci dit, moi en tant que Béninois, quelles que soient les erreurs commises par les autorités béninoises dans la gestion de cette situation, cette crise avec le Niger, il ne m'appartient pas d'aller m'allier à d'autres pour combattre mon pays. Jamais je le ferai et je demande à tous nos compatriotes d'accompagner le gouvernement, pas des propositions. J'avais proposé. Quelles sont vos propositions? J'avais proposé, parce que le président de la République, en justifiant le blocage de l'enlèvement du pétrole nigérien, a dit qu'il a fait beaucoup de démarches et que le Niger est resté insensible. Si vous prenez tout le long de nos frontières, c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples qui parlent les mêmes langues, qui ont les mêmes religions. Donc, on peut missionner des chefs coutumiers, des chefs religieux de toutes les frontières, de toutes les communes béninoises frontalières du Niger, à
prendre langue avec leurs frères au Niger et préparer le terrain pour un dialogue sincère au sommet. Vous savez, en diplomatie, on peut se parler sans véritablement dialoguer. Mais il faut que les autorités au niveau, au sommet, soient favorables Vous ne pouvez pas avoir les échanges. faveurs de quelqu'un sans avoir fait les démarches. Et ça demande de l'humilité. Vous voyez, dans les relations interpersonnelles... Mais vous dites que toutes les démarches ont été faites. Les autres sont restés totalement sur S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Mais c'est ce qu'on nous a dit. J'ai la faiblesse de croire que l'humilité précède la gloire Oui. et l'orgueil, la chute. La chute, oui. Dans la situation où nous nous trouvons, si nous ne nous reprenons pas et que nous laissons le Niger trouver des alternatives à son débouché à la mer via le Bénin, c'est le Bénin qui sur le long terme va en souffrir. Et nous, quand nous disons nous le ferons, nous prendrons les dispositions tout en restant patriotes pour que, à partir de 2026, avec tous nos voisins, nous ayons de très bons rapports. Nous ayons de très bons rapports. Souvenez-vous, avec le Nigeria, c'était compliqué. Avec le Togo, c'est pas forcément ça. Avec le Niger, bon, maintenant, on peut dire le Burkina, mais là encore, c'est parce qu'il n'y a pas encore un élément probant sur lequel on peut opiner. Moi, je suis béninois et je souffre de la souffrance de nos compatriotes. Je souhaite qu'on abrège cette souffrance et j'ai appris tout récemment Justement, ouais. que... Il y a quelques heures, on nous annonce d'ailleurs que le Bénin a trouvé une solution en ouvrant vers Sebadan le corridor avec le Nigeria pour convoyer les produits vivriers et tout le reste, et en bloquant en même temps ou en renforçant la disposition sur le trafic fluvial. Ce qui se passait sur le fleuve n'étant pas légal, eh bien le Bénin a renforcé ses dispositions. Et donc c'est une solution aussi, Monsieur Eda, puisque tout le monde semble être sous... Vous savez, la violence, que ce soit verbal, que ce soit physique, ou que ce soit diplomatique, n'a jamais résolu un problème. Vous pensez que c'est de la violence, ça? Je crois que c'est de la violence. Parce que là, c'est un bras de fer qui se durcit. Mais vous avez parlé de déboucher, peut-être on a trouvé une autre solution en entendant. S'il vous plaît, Oui. si vous faites attention à l'histoire des grandes guerres, elles ont toujours commencé par le refus de faire le commerce ou les taxations. Ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, ce n'est pas de l'amusement. Et ce n'est pas en faisant des représailles, en disant « Ok, vous avez fait comme ça, nous aussi nous allons faire comme ça ». On dit en fond « Bodo, bowo, boerovo ». Et le chemin que nous prenons là, ce n'est pas le chemin vers la paix. Nous devons œuvrer à la désescalade. Et c'est ça, je dis, acceptons que nous nous sommes trompés. Vous savez, demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Le président l'a reconnu. Il a reconnu que il y a un moment pour critiquer, il y a un moment pour endurcir le ton, il y a un moment pour accepter. Et puis tous ces moments ont été suivis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Moi, Il y a plusieurs manières de demander pardon à quelqu'un. Ah, c'est la manière. Oui, il y a un pardon qu'on peut demander à quelqu'un, la personne va sentir, mais c'est pour la forme qu'il le dit. Il n'est pas sincère. D'accord? Oui. Nous devons donner la preuve de la sincérité de notre démarche. Je ne dis pas que des efforts ne se font pas. Et c'est pour cela, c'est un accompagnement des efforts qui se font que moi j'ai proposé. Le Nigeria aujourd'hui, la frontière ouverte, comment ils ont fait? C'est la même solution que je propose là. C'est ça ce que les Nigériens ont fait. Le président doit impliquer son peuple. Le président n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple est la force du président. Si le président pense qu'il peut exister sans le peuple, il a tout faux. Et impliquer le peuple dans cette crise avec le Niger, c'est impliquer les chefs coutumiers. Tous ceux qui sont à la frontière, tous ceux qui sont en contact direct avec le Niger là, il faut les impliquer dans l'affaire. Et quand on les implique, ça va aller plus vite que toute autre diplomatie qui va venir. Déjà, on ne fait pas confiance à certains acteurs qui proposent leur médiation. Vous voyez? Mais les gens qui parlent la même langue, les gens qui pratiquent la même religion de part et d'autre des frontières entre le Bénin et le Niger ne peuvent pas, eux autres, ils souffrent directement de la situation. Oui. Et ils ont intérêt à ce que la situation évolue dans le bon sens. Donc les impliquer, c'est reconnaître aussi leur légitimité à participer. Quel est ce pays là où on pense que les citoyens ne valent rien? Qui a dit ça?
Mais si on ne les implique pas, alors qu'ils ne demandent que ça. On ne peut pas impliquer tout le monde non plus. On ne peut pas impliquer tout le monde. C'est pour ça que je ne demande pas d'aller prendre un chef coutumier de Diakotomé ou de Goromé chez moi pour envoyer là-bas. Parce qu'ils ne parlent pas le germain. Ils ne sont pas musulmans pour la plupart chez moi là-bas. Mais la zone que j'ai définie, la zone que je propose, cette zone, ils ont les mêmes us et coutumes que nos frères et sœurs du Niger. Et je pense que quand ils vont prendre langue, mais vous savez, pour qu'un avion atterrisse, il faut une plateforme. C'est pas le pilote qui fait la plateforme. C'est d'autres qui font la plateforme. Donc, eux, ils vont baliser le chemin pour que le dialogue au sommet entre en vigueur. D'accord. Alors, Monsieur Dadaleda, vous dites nous le ferons, c'est votre leitmotiv, si on peut le dire. Donc, vous êtes obligé de le faire avec le code électoral de 2026, pour les élections de 2026. Je reviens en politique, je l'avais promis, donc je reviens là-dessus. En 2026, ce sont les élections générales. Un code électoral a été voté, promulgué par le chef de l'État. Vous devez faire avec. Oui, malheureusement, mais comme le temps est l'autre nom de Dieu. Vous comptez sur le temps? Ce qui était valable hier peut ne plus l'être aujourd'hui, et ce qui est valable en ce moment peut cesser de l'être ce soir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que Dieu a le dernier mot. Qu'est-ce que Dieu a à voir en politique? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Mais vous n'allez pas faire un long développement. Non, écoutez. Qu'est-ce que Dieu a à voir en politique? Un code a été voté. Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, vous et moi compris. Oui. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons en tant que créature. Donc dire qu'est-ce que Dieu, le créateur, a à voir dans la politique. C'est une question. Cette question, elle est bienvenue parce que ça me permet de répondre à des gens. Vous savez, Dieu veut le bonheur de ses enfants. La gouvernance, c'est la qualité de gouvernance qui fait soit le malheur ou le bonheur des enfants de Dieu. Donc, la politique est inhérente aux attributions même de Dieu. Dieu est le premier acteur politique. Mais Dieu avait dit... C'est lui qui établit les autorités. Oui, d'accord, oui, mais justement, Dieu avait dit que vous serez président du Bénin à un moment donné, mais vous ne l'avez pas été jusqu'à présent, Monsieur Eda, ou bien c'est dans le futur? Parlant de prophétie me concernant, j'ai entendu beaucoup de gens railler, se moquer et tout ça. Mais je voudrais leur dire ceci. Les moqueries, les railleries ne m'amèneront pas, moi, à renoncer à ma foi et ne m'amèneront pas à ne plus croire en ce que Dieu a dit pour le bonheur de notre pays. Il ne s'agit pas de Daniel Eda, il ne s'agit pas d'un mérite, il s'agit d'une grâce pour notre pays. Et le jour où cette grâce va se matérialiser, tous les Béninois seront heureux. Vous avez déjà dit que c'est 2026. Vous avez déjà dit ça. S'il vous plaît. Oui. Moi, je réponds à un appel. Un appel qui dit que nous sommes le prochain président de la République du Bénin après Patrice Talon. Si, entre-temps, il y a un autre président en dehors de Patrice Talon qui soit intervenu depuis le 6 novembre 2016 que cette prophétie a été donnée, eh bien, la prophétie est fausse. Mais s'il n'y a pas un autre, 2026 est l'occasion pour les Béninois de savoir si Dieu continue de parler ou pas. Donc, n'allons pas sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Parce que, bon, j'ai entendu plusieurs personnes faire des commentaires. Parlons de choses qui intéressent les Béninois. Mais vous y croyez malgré ce code-là qui dit que ce sont les partis politiques qui doivent présenter un candidat à l'élection présidentielle et qu'il faut un certain nombre de parrains. Comment vous pouvez y arriver dans ce contexte? Les lois sont faites par qui? Par les hommes. Et pour qui? Pour les hommes. Vous parlez de partis politiques. Qu'est-ce que vous savez de mes relations avec les partis politiques existants? Nous parlons de Nous le ferons. Oui. Nous le ferons est une alliance de mouvements, d'associations, de personnalités politiques, de citoyens engagés à l'intérieur comme dans la diaspora, qui se mettent ensemble et qui entrent en partenariat avec les partis politiques pour pouvoir aller à la conquête du pouvoir en 2026. Quand je dis à la conquête du pouvoir, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. Nous irons aux élections communales, nous irons aux élections législatives et nous irons à la présidentielle. Nous voulons conquérir le pouvoir ensemble pour le redonner au peuple. Mais ça ne peut se faire qu'avec les partis politiques. Et je voudrais dire à nos compatriotes qui m'écoutent, Daniel Eda est respectueux de tous les citoyens qui ont réussi à se faire enregistrer comme parti politique sous la nouvelle loi.
Et nous sommes déterminés à capitaliser leur expérience, leurs expériences et tout ce qu'ils ont déjà amassé. Oui. Nous allons travailler avec et ensemble avec ces partis-là qui adhèrent à la nécessité pour nous de finir avec toute gouvernance de vengeance ou toute gouvernance de représailles. À partir de 2026, ces partis politiques qui adhèrent à la nécessité d'instaurer au Bénin la gouvernance inclusive sur fond de réconciliation et de rassemblement, ces partis politiques qui adhèrent à la nécessité de finir avec la guerre entre les anciens présidents et le président en exercice, ces partis politiques qui adhèrent à la nécessité pour nous de faire en sorte que tous les Béninois, qu'ils soient en ce moment à l'étranger, volontairement ou involontairement, ou ceux qui sont en prison, que tous puissent se retrouver autour de la même table pour faire avancer notre pays. Tous ces Béninois qui veulent l'instauration d'une gouvernance inclusive avec un exécutif respectueux des autres pouvoirs, un parlement véritablement fort et une justice véritablement indépendante, impartiale, tous ces partis politiques se mettront ensemble avec nous et nous avons déjà des partenaires politiques. Donc vous comptez sur les partis politiques. Mais on ne peut pas faire sans les partis politiques. Vous n'êtes pas membre de ces partis. Donc les partis iront choisir en dehors de leurs membres, c'est ça? Je vous ai dit... Vous parlez d'alliance, mais nous travaillons déjà et nous travaillerons en partenariat avec les partis politiques et nous n'avons pas de sens interdit dans la classe politique béninoise. Tous ceux qui vont adhérer à la nécessité pour le Bénin d'être gouverné désormais, non plus selon tel a beaucoup d'argent ou tel connaît tel, mais selon une vision et en épousant tout ce que je viens de vous lister, ces partis sont nos partenaires et nous ferons ensemble. Le pouvoir a besoin d'être géré de façon concertée, de façon respectueuse du peuple. Et je voudrais vous dire ceci. Moi, je ne suis pas un politicien dans ma démarche. Je vous parle de cœur à cœur. D'accord. Et rien ne me fera changer ça. Il paraît que la vérité est difficile à comprendre. Il paraît que la vérité a du mal à emporter l'adhésion des peuples. Mais depuis plus de 10 ans, moi je parle d'une vision et je suis toujours sur la même vision. Si vous trouvez dans l'espace politique béninois un autre homme politique qui a été constant, qui a été loyal à sa propre vision, à ses propres idées sur plus de 5 ans, eh bien, on pourra discuter. Autrement, donnons-nous la main, mettons-nous ensemble et immanquablement, nous le ferons et il fera beau. Mais qu'est-ce que vous proposez de nouveau, Daniel Eda? Bon, qu'est-ce que nous proposons? Le Bénin économiquement prospère et socialement stable. On en a déjà parlé. Non, je vais décliner la vision. Oui. C'est quoi le Bénin économiquement prospère? Le Bénin économiquement prospère, c'est le Bénin, pays de services, destination privilégiée des multinationales qui choisissent le Bénin comme base pour pouvoir conquérir le marché sous-régional. C'est le Bénin qui passe de l'économie de consommation ou de l'économie d'importation-réexportation pour rentrer dans l'économie de production et de transformation qui permettent que dans chacune de nos communes, nous puissions disposer d'unités de production et de transformation ou de services. Ce n'est que comme ça que nous pourrons, au plan social, créer des emplois et permettre que les zones rurales soient limitées et freiner l'émigration clandestine. Le Bénin socialement stable, c'est le Bénin où les anciens dirigeants et les dirigeants en fonction se concèdent périodiquement pour l'avancement de la République. Le Bénin socialement stable, c'est le Bénin où la réalisation des infrastructures tient compte des besoins de toutes les régions et où on ne prend pas la richesse nationale pour l'investir quelque part, embellir un endroit au détriment d'autres. Le Bénin socialement stable, c'est le Bénin où l'on tient compte de la pyramide des âges dans la répartition du pouvoir. De sorte que l'implication des femmes dans les instances de prise de décision n'est pas une faveur qu'on leur fait pour les amener à dire merci, monsieur le président, tout le temps. Parce que si nous n'avons pas les femmes là où elles doivent être, il n'y aura pas l'équilibre dans les prises de décision et par conséquent, le pays ne pourra pas avancer tel que nous le souhaitons dans notre vision. D'accord. L'Afrique bien intégrée, c'est l'Afrique là où le Bénin et le Niger sont en de bons termes, où le Bénin et le Nigeria sont en de bons termes, où le Bénin et le Togo sont en de bons termes, le Bénin et le Burkina sont en de bons termes, et nous, ceux qui n'ont pas accès à l'océan Atlantique pourront profiter facilement de l'océan Atlantique par nous et nous faire rentrer des... Parce que prenez par exemple l'histoire du pipeline là. Oui. Le Bénin gagne de l'argent par la traversée
le passage du pétrole nigérien par ici. Absolument. Et le jour où le Niger va trouver une solution ailleurs, eh bien, cette manne-là va être coupée. C'est nous qui perdons. D'accord. Daniel Reda, la suite dans votre publication. Maintenant, vous allez conclure l'entretien. Nous avons passé 52 minutes ensemble. Je voudrais dire au président de la République et à tous ceux qui l'entourent qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'ils sont méchants. Mais je crois qu'ils sont limités et ils doivent accepter qu'ils ont atteint leurs limites. Que 2026, il y a deux possibilités. C'est la sortie par la porte royale ou la sortie par la fenêtre très très étroite. Et comme je sais que le président de la République veut que le peuple le porte en triomphe, il choisira la voie de la sagesse et partira par la voie royale. Le code électoral actuellement en vigueur est un code taillé pour nous conduire à l'impasse, pour faire en sorte qu'il y ait blocage en 2026 et que le Bénin rentre dans un régime d'exception. Je voudrais dire au président de la République et à tous ceux qui l'entourent que cela ne se passera pas ainsi. Ça ne se passera pas comme en 2023, car les 62% de l'électorat qui n'était pas sorti en 2023 me chargent de l'informer, de les informer qu'ils sont prêts à sortir en 2026. Et si le code n'était pas révisé de manière à inclure tout le monde, les partis du président de la République risquent de ne pas se retrouver dans la prochaine législature de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une promesse que le peuple me charge de lui faire. Pourquoi? Et je profite de votre opportunité pour passer ce message-là en disant à partir de 2026, nous ferons en sorte que le président Yahi Boni soit restauré dans sa dignité d'ancien président de la République, que le président Nicéphore Dieudonné Soglo soit restauré dans sa dignité d'ancien président de la République, et que le président Patrice Talon puisse devenir un ancien président qui ait du plaisir à rester dans son pays avec sa famille. Merci beaucoup, M. Daniel Reda. Je n'ai pas voulu vous couper parce que c'était votre conclusion. Je vous ai laissé aller jusqu'au bout où vous vous êtes exprimé. Merci d'avoir accepté de passer sur l'entretien du dimanche sur Eden TV Diaspora FM. J'espère que vos portes sont ouvertes pour nous chaque fois que de besoin. C'est moi qui vous remercie. Comme vous le voyez, chez moi est ouvert. Il n'y a pas de question taboue. Tant qu'il s'agit du Bénin, je serai là pour vous. Merci. Merci à chacun et à tous. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Portez-vous bien. Bon appétit et à très bientôt.